Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler de la notion de mer territoriale. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. La terre domine la mer. C'est de cet adage que découle la notion de mer territoriale, cet espace situé jusqu'à 12 000 marins au-delà des lignes de base d'un État côtier et sur lequel ce dernier exerce sa souveraineté. Dans cette vidéo, nous examinerons les règles de délimitation de cet espace, ainsi que les conflits de délimitation qui peuvent subvenir et les solutions jurisprudentielles. Enfin, nous nous pencherons sur son régime afin de voir en quoi cet espace constitue une fiction de territorialité. L'article 2 de la Convention sur le droit de la mer indique que la souveraineté de l'État côtier s'étend au-delà de son territoire et de ses eaux intérieures à une zone de mer adjacente désignée sous le nom de mer territoriale. Ainsi, la mer territoriale correspond à une extension de la souveraineté des États sur leur littoral. Elle a été créée au nom de la sécurité du territoire de l'État. Je vais vous parler tout de suite de l'article 4. Celui-ci fixe la limite extérieure de la mer territoriale. Sa formulation barbare, la limite extérieure de la mer territoriale est constituée par la ligne dont chaque point est à une distance égale à la largeur de la mer territoriale du point le plus proche de la ligne de base, indique seulement qu'elle suit la forme de la ligne de base. À présent, revenons à l'article 3, qui définit la largeur de la mer territoriale de la manière suivante. Tout État a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale. Cette largeur ne dépasse pas 12 000 marins mesurés à partir de lignes de base établies conformément à la Convention. La France s'est conformée à cet article en définissant dans l'ordonnance numéro 2016-1687 du 8 décembre 2016 la largeur maximale de la mer territoriale à 12 000 marins à l'article 5, ainsi que l'exercice de la souveraineté française à l'article 7. Ces délimitations ont été précisées par décret du Premier ministre. Elles sont précises pour la métropole à travers un décret numéro 2018-680 du 30 juillet 2018, également précises à La Réunion, Clipperton, Saint-Paul et Amsterdam, Kerguelen, Crozet, la Guyane, Wallis et Futuna, la Polynésie française et Mayotte. Cependant, il reste encore à réaliser pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les Antilles, les îles Éparses et la Nouvelle-Calédonie. Un mille marins étant égal à 1852 mètres, la largeur de la mer territoriale correspond à un peu plus de 22 km. L'article 3 spécifie ne dépasse pas, car lorsque deux États côtiers se font face géographiquement à moins de 12 000 marins, il va de soi qu'ils devront s'accorder afin de se partager cet espace. Ce cas est prévu à l'article 15 de la Convention de Montego Bay, intitulée « Délimitation de la mer territoriale entre États dont les côtes sont adjacentes ou se font face ». Il énonce le principe suivant. Lorsque les côtes de deux États sont adjacentes ou se font face, ni l'un ni l'autre de ces États n'est en droit, sauf accord contraire entre eux, d'étendre sa mer territoriale au-delà de la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun des deux États. Cette disposition ne s'applique cependant pas dans le cas où, en raison de l'existence de titres historiques ou d'autres circonstances spéciales, il est nécessaire de délimiter autrement la mer territoriale des deux États. Ainsi, des conflits peuvent subvenir. Ils peuvent être tranchés par sentence arbitrale, comme dans le cas de la jurisprudence Canal de Beagle de 1977 ou de la délimitation Guinée-Guinée-Bissau en 1985. Dans ces sentences, les arbitres ont cherché une solution équitable qui permette aux deux États de jouir au mieux d'un accès à la mer. Dans la première, il a été fait preuve d'un mélange de considérations liées à la dépendance des eaux, la configuration des côtes, l'équidistance, ainsi que le souci de commodité et de navigabilité, afin de permettre autant que possible à chaque partie de naviguer dans ses propres eaux. Et dans la seconde, il est déclaré qu'il faut autant que possible chercher à assurer à chaque État le contrôle des territoires maritimes situés en face de ses côtes et dans leur voisinage.
Cette délimitation peut également être tranchée par la Cour internationale de justice, CIJ, comme ce fut le cas dans la délimitation maritime Qatar-Bahreïn en 2001, affaire dans laquelle, pour mettre en œuvre la règle équidistance circonstance spéciale, cela a consisté à tracer d'abord à titre provisoire une ligne d'équidistance et examiner ensuite si cette ligne doit être ajustée pour tenir compte de l'existence de circonstances spéciales. Une vidéo sera dédiée à la résolution des conflits de délimitation et portera en particulier sur l'application de la méthode de l'équidistance aménagée qui prend en considération les intérêts, notamment économiques, des États riverains. Abordons maintenant les règles applicables en mer territoriale. L'État côtier exerce sa souveraineté dans les limites de sa mer territoriale. Ainsi, la frontière de la mer territoriale correspond à une limite territoriale de la souveraineté de l'État. En qualité d'État côtier ou État du port d'accueil, les autorités détiennent donc une compétence exclusive en matière de juridiction, que ce soit en matière de police, douane, fiscalité, ordre public, environnement, ou encore du point de vue économique, avec la pêche, l'exploitation minérale. Cependant, en pratique, la marge de manœuvre dont disposent les États pour faire respecter la sécurité de la navigation et les mesures de préservation de l'environnement reste faible. L'État côtier est également soumis à des obligations. Il doit respecter certains droits reconnus aux tiers, notamment le droit de passage en transit dans les détroits internationaux et le droit de passage inoffensif dans les mers territoriales. Ainsi, concernant le droit de passage inoffensif, l'article 24 de la Convention indique que l'État côtier ne doit pas entraver le passage inoffensif des navires étrangers dans la mer territoriale en dehors des cas prévus par la Convention. Ainsi, en temps de paix, un navire de guerre bénéficie du droit de passage, comme l'a validé la jurisprudence Détroit de Corfou, Royaume-Uni contre Albanie, 1949, qui a appliqué une règle coutumière. Cela n'empêche pas l'État de réglementer le passage, mais il doit le faire en conformité avec le droit international. Nous avons ainsi pu voir comment la Convention de Montego Bay régit cette bande d'espace maritime située à proximité immédiate de l'État riverain, si bien qu'elle lui octroie en mer une prolongation de sa souveraineté. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.